Schwanwede, une petite ville au nord de Brême. Vendredi 30 janvier 2009, 18h30. La nuit est tombée depuis longtemps. La chaussée est mouillée. Quelques plaques de neige bordent encore les maisons. Dans une rue résidentielle, une famille attend Hussein El Zein et sa compagne Claudia. Leur fils de 3 ans se trouve à l'intérieur, chez ses grands-parents. Mais une autre personne connaît l'adresse. Elle connaît aussi l'heure. Quelque part dans l'obscurité, une BMW cabriolet noire vient de s'engager dans la rue. Hussein et Claudia reviennent de leur magasin de fleurs. Une journée ordinaire, le même trajet, la même routine. Ils arrivent devant la maison. Hussein coupe le moteur. Claudia descend. La lumière du hall est allumée. Au même moment, la BMW ralentit. Elle ne cherche pas une place. Elle se positionne. Une portière s'ouvre, un homme sort, arme au poing. La distance est courte. Hussein se trouve entre la voiture, la maison et Claudia. Il comprend ce qui arrive une fraction de seconde avant les premiers tirs. Le tireur ouvre le feu. Les détonations déchirent la rue. Hussein tente de protéger Claudia. 11 projectiles le frappent. Claudia est touchée à son tour et s'effondre près de l'entrée. Puis tout s'arrête. Le tireur rejoint la BMW. La voiture disparaît avant l'arrivée de la première patrouille. Hussein El Zein, 43 ans, meurt devant la maison. Claudia est grièvement blessée. Elle survivra. Toutes les unités disponibles. Coup de feu signalé à Schwanwede. 2 personnes au sol devant une habitation. L'auteur a quitté les lieux à bord d'un véhicule sombre. Sur le sol humide, la police retrouve les impacts, les traces de sang et les douilles d'une attaque préparée avec précision. À l'intérieur de la maison, l'enfant attendait ses parents. Bouclez la rue. Personne n'entre, personne ne sort. Cherchez une BMW noire. Prévenez Brême et les axes voisins. À 18h30, Schwanwede devient une scène de crime. Les secours emportent Claudia. Les enquêteurs photographient l'entrée, marquent chaque douille et interrogent les premières personnes présentes. Mais ce meurtre n'arrive pas sans avertissement. Depuis des mois, le nom de Hussein circule dans un conflit qui a déjà fait un mort. Il est sorti de prison quelques semaines plus tôt, et selon plusieurs récits de presse, une vengeance l'attendait dehors. Dans les heures qui suivent, les policiers cherchent la BMW sur les routes entre Schwanwede et Brême. La voiture a été choisie pour approcher vite, frapper vite et disparaître avant que le quartier comprenne ce qui vient de se passer. Le véhicule sera retrouvé incendié, le feu doit effacer les traces, les fibres, les empreintes et tout ce qui pourrait rattacher la voiture à ses occupants. Mais le dossier ne disparaît pas avec les flammes. 11 tirs, une survivante, une voiture brûlée. Et derrière l'attaque, un conflit déjà connu des services de police. Ce n'est pas un geste improvisé, c'est une opération ciblée. Les enquêteurs reconstruisent les dernières heures de Hussein. Le magasin de fleurs, le trajet jusqu'à la maison, l'heure d'arrivée, la présence de son fils chez les grands-parents. Quelqu'un connaissait cette routine avec assez de précision pour placer le tireur au bon endroit. Claudia devient le témoin central. Elle a vu la voiture. Elle a vu l'homme sortir. Elle a survécu à la rafale. Son récit donne une direction à l'enquête, mais le tireur a déjà pris de l'avance. Très vite, un nom apparaît. Pas celui d'un inconnu. Celui d'un homme rattaché à une famille déjà célèbre dans les dossiers criminels de Brême. Eysem Miri, 31 ans. Une carrure massive, un visage connu de la police. Lorsque les enquêteurs veulent l'interroger, il n'est plus là. Il a quitté l'Allemagne. La piste mène vers la Turquie. Un mandat d'arrêt est délivré. Les frontières se ferment sur le papier. Dans la réalité, Eysem vient d'entrer dans une zone où l'enquête allemande ne peut plus simplement venir le chercher. Le dossier possède une victime, une survivante, une voiture incendiée et un suspect en fuite. Pourtant, il lui manque encore l'élément décisif. Mettre la main sur l'homme que la police veut entendre. À partir de ce moment, l'enquête ne se joue plus seulement à Brême. Elle devient une traque internationale. Eysem réapparaîtra en Turquie. Il sera photographié, arrêté, relâché, puis arrêté de nouveau des années plus tard dans une autre affaire. Chaque image donnera l'impression que l'Allemagne se rapproche de lui. Mais pour comprendre pourquoi un homme aurait attendu Hussein devant cette maison, il faut remonter 3 ans plus tôt. Avant la BMW. Avant les 11 tirs, avant la fuite vers la Turquie. Il faut revenir à Brême, dans un bar appelé le Born Eck, là où un autre homme va mourir et où la vengeance commence.
Brême, vendredi 14 avril 2006, 22h50. 3 ans avant la BMW noire de Schwanewede, tout commence dans la Falkenstrasse. Cette rue longe le quartier de la gare. Des tramways, des hôtels, des bars ouverts tard. Parmi eux, un établissement de quartier, le Borneck. Ce soir-là, Ahmed se trouve à l'intérieur. Il a 18 ans. Dans quelques minutes, son nom va devenir le point de départ d'une guerre qui durera plusieurs années. À l'extérieur, un groupe approche. Environ 7 hommes. Ils ne viennent pas boire un verre. Ils entrent ensemble, avec un objectif et des armes. Lorsque la porte s'ouvre, le bar fonctionne encore normalement. Les conversations couvrent la musique. Les clients regardent à peine les nouveaux arrivants. Puis le groupe se déploie. Les voix montent. Une table bascule. Les premiers coups partent. Des couteaux apparaissent. La salle devient un piège. Plusieurs hommes sont frappés. 2 seront grièvement blessés. Ahmed reçoit un coup de couteau en plein cœur. Plusieurs agresseurs, plusieurs victimes. Une attaque rapide, menée en groupe. Quand les policiers arrivent, les hommes recherchés ont déjà quitté le bar. Ahmed s'effondre au milieu du Borneck. 18 ans. Il meurt avant que les médecins puissent le sauver. À l'extérieur, les gyrophares remplissent la Falkenstrasse. Ambulances, policiers, rubans de sécurité. Les blessés sont évacués pendant que les premières patrouilles verrouillent le secteur. La violence ne reste pas confinée au bar. Plusieurs hôpitaux de Brême sont placés sous surveillance. La police redoute que les affrontements continuent jusque dans les services d'urgence. Les photographies prises cette nuit-là montrent le Borneck encerclé, les brancards, les fourgons et l'enseigne du bar au-dessus de la scène. Cette fois, ce ne sont pas des reconstitutions. C'est la nuit où Ahmed est mort. Dans les premières heures, plusieurs personnes sont interpellées. Mais les hommes soupçonnés d'avoir porté les coups les plus violents ne restent pas à Brême. Selon les comptes rendus du procès, 2 agresseurs directs prennent la route du Liban dès la nuit du meurtre. Ils disparaissent avant de pouvoir être placés dans le box des accusés. L'enquête remonte le conflit à une affaire de cannabis et à une dette de 35 000 €. Une dette assez lourde pour faire entrer 7 hommes dans un bar. Assez lourde pour laisser 3 victimes au sol. Parmi les hommes entrés au Borneck se trouve Hussein El-Zein. Il ne fuit pas au Liban, il reste en Allemagne. Et lorsque le dossier arrive devant les juges, c'est lui que la justice peut atteindre. Les enquêteurs reconstruisent l'expédition. Qui a réuni le groupe? Qui est entré dans le bar? Qui portait une arme? Et qui a quitté Brême après l'attaque? Le procès s'ouvre à Brême. Hussein comparé avec son frère et son cousin. Les hommes désignés comme les auteurs directs sont absents. Leur fuite laisse 3 participants face au tribunal. Le tribunal retient que les accusés ont pris part à une expédition violente et qu'ils connaissaient le risque d'une attaque armée. Hussein n'est pas l'homme qui a planté le couteau dans le cœur d'Ahmed. Mais il est entré avec le groupe. Il est resté pendant l'attaque. Et les juges considèrent qu'ils savaient que cette visite ne serait pas pacifique. Pour le tribunal, cette participation suffit. Hussein, son frère et son cousin sont reconnus responsables de leur rôle dans l'expédition. Octobre 2007. Peine prononcée, 5 années d'emprisonnement. Le verdict enferme Hussein. Il ne referme rien d'autre. Ahmed est mort. Les principaux agresseurs ont fui. Et dans les 2 camps, le Borneck reste une dette qui n'a pas été réglée. Hussein devient le visage accessible du groupe qui est entré dans le bar, celui dont le nom figure dans le jugement, celui que la famille d'Ahmed peut encore localiser. Dès le procès, ses avocats signalent des menaces. Le message est clair. 5 années de prison ne mettront pas Hussein hors d'atteinte. Car derrière les murs, une condamnation ne signifie pas la fin du conflit. Elle offre simplement un nouveau lieu pour frapper. À la prison d'Oslepshausen, Hussein va recevoir un premier avertissement. Un détenu l'approche. Un coup part. Son nez se brise. Et la vengeance entre avec lui dans la cellule. Août 2008. Un homme détenu en vue de son éloignement demande à parler à la police de Brême. Il annonce qu'un tueur serait recherché pour assassiner Hussein El-Zein. Prix proposé, 60 000 €. Selon son récit, il aurait lui-même été approché. Il donne des détails et désigne un commanditaire présumé. La TASE identifiera plus tard cet homme comme Jemal, le père d'Ahmed, le jeune de 18 ans tué au Borneck. À ce stade, il ne s'agit que de la parole d'un informateur. Jemal n'a pas été jugé pour avoir commandité le meurtre de Hussein.
Mais l'information est suffisamment précise pour ouvrir une vérification. La police cherche un nom de tueur, une rencontre, un paiement, un lieu prévu pour l'attaque. Elle cherche aussi à comprendre pourquoi cet homme parle maintenant. Car l'informateur risque d'être renvoyé hors d'Allemagne. Une information spectaculaire peut retarder son éloignement. Elle peut aussi lui apporter une protection. Son histoire entre dans les dossiers de la police avec 2 éléments impossibles à séparer. Une menace de mort et un témoin qui a personnellement intérêt à être cru. La police vérifie le renseignement. Mais elle ne trouve pas de contrat qu'elle puisse matérialiser. Pas de date pour l'attaque, pas de lieu annoncé, pas de tueur identifié avec certitude. Pas de traces publiques d'un versement de 60 000 €. Le porte-parole de la police expliquera ensuite à la TASS que l'informateur semblait surtout chercher à empêcher son éloignement. Son récit est donc classé comme insuffisamment fiable. Hussein ne reçoit pas de protection rapprochée permanente. L'alerte ne disparaît pourtant pas. Elle reste consignée. Un homme a parlé d'un recrutement, d'un prix et d'une cible précise. 6 mois plus tard, lorsque Hussein sera abattu à Schwanewede, ce dossier changera brutalement de valeur. Le témoin jugé intéressé deviendra celui qui avait annoncé le crime. Et les 60 000 € deviendront l'une des premières pistes de la commission d'enquête. Les défenseurs de Hussein continuent de signaler des menaces. En décembre 2008, l'administration affirme pourtant à la presse qu'elle ne voit pas de situation de menace aiguë. Hussein est ensuite transféré. Il quitte la prison d'Oslepshausen à Brême pour celle de Bremerhaven, à près de 60 km au nord. Ses nuits changent d'adresse. Ses journées, elles, restent presque identiques. Hussein conserve son régime de semi-liberté. Chaque matin, il sort de détention. Il retourne travailler avec Claudia dans leur commerce de fleurs. Il circule entre Brême et Schwanewede. Il rejoint sa famille. Puis, il revient en prison le soir. Le transfert éloigne Hussein de certains détenus. Il ne masque ni son magasin, ni ses trajets, ni ses horaires. Aucune source publique ne décrit une escorte pendant ses sorties. Hussein reste donc facile à localiser. Une prison connue la nuit, une boutique et une famille le jour. Dans le dossier public, 2 versions s'opposent. Après le meurtre, le sénateur de la justice de Brême affirme qu'Hussein ne se considérait pas comme menacé. La police déclare également qu'il lui avait indiqué ne plus se sentir en danger. Mais ses anciens avocats racontent l'inverse. Sa famille raconte l'inverse. Et quelques semaines avant sa mort, Hussein confie directement à la TASS qu'il craint un acte de vengeance. D'un côté, la version rapportée par les autorités. De l'autre, celle de ses défenseurs, de ses proches et du journaliste qui l'a rencontré. Les déclarations n'ont peut-être pas été faites le même jour, ni dans le même contexte. Aucun document public ne permet de les remettre dans un ordre exact. Une seule chose est certaine. Avant le 30 janvier, le nom de Hussein apparaît déjà au milieu de menaces répétées, d'un transfert de prison et d'un renseignement parlant de 60 000 €. À la fin de janvier 2009, les signaux sont dispersés dans plusieurs dossiers. Des menaces signalées pendant le procès, un informateur qui parle d'un tueur payé 60 000 €, un commanditaire présumé nommé dans son récit, un transfert d'Oslepshausen vers Bremerhaven, des avocats et une famille qui décrivent un homme inquiet, et des autorités qui affirment qu'Hussein ne se disait plus menacé. Aucune source publique ne montre que la police connaît une date, une adresse ou l'identité certaine du tireur. Mais la menace générale, elle, existe déjà. Hussein continue pourtant de suivre une routine fixe. Sortie de prison le matin, travail au magasin de fleurs, déplacement vers Schwanewede, retour en détention le soir. Le vendredi 30 janvier, cette routine va fournir au tireur le moment qu'il attend. La BMW noire devient l'une des premières pistes matérielles. Selon l'enquête publiée par le Stern, le véhicule utilisé lors de l'attaque est retrouvé incendié à environ 100 km de Schwanewede. Le lieu exact de la découverte n'apparaît pas dans les documents publics réunis pour cet épisode. Mais le geste parle de lui-même. Après les tirs, la voiture n'est pas abandonnée au hasard. Elle est déplacée loin de la maison, puis livrée aux flammes. Le feu peut détruire des fibres, effacer des traces biologiques, endommager des empreintes et compliquer l'identification de ceux qui se trouvaient à bord.
Pour les enquêteurs, il faut maintenant reconstruire le trajet. Qui possédait cette BMW ? Qui pouvait y accéder ? Qui l'a conduite jusqu'à Schwanevede ? Qui l'a emmenée 100 km plus loin ? La presse évoquera plus tard un véhicule prêté dans l'entourage familial. Mais sans le dossier d'expertise complet, la voiture ne désigne pas encore un tireur. Elle montre surtout que l'attaque ne s'est pas terminée devant la maison. Après les 11 tirs, une seconde opération commence. Faire disparaître le véhicule qui a amené les hommes sur place. Pour comprendre la direction prise par la police, il faut revenir au Born-Eck. Le 14 avril 2006, Ahmet meurt après l'expédition menée dans ce bar de Brême. Hussein est condamné comme participant, sans être reconnu comme l'auteur du coup de couteau mortel. Après le procès, les menaces commencent. En 2008, un détenu affirme qu'un homme cherche quelqu'un pour tuer Hussein. Le prix annoncé est de 60 000 €. Selon les articles de la Taz et du Stern, le père d'Ahmet, Cemal, est cité dans ce signalement. Hussein parle de ses craintes à ses avocats. Il est transféré de la prison d'Oslepshausen vers Bremerhaven. Mais son régime de semi-liberté continue. La journée, il travaille dans le magasin de fleurs familial. Le soir, il retourne en détention. Puis arrive le 30 janvier 2009. Hussein vient chercher son fils. Une BMW noire s'approche. 11 balles sont tirées. Le véhicule disparaît avant d'être retrouvé brûlé. Pour la brigade criminelle, la chronologie est brutale. Un mort en 2006, un contrat signalé en 2008, une exécution en 2009. La piste de la vengeance devient prioritaire. Elle donne un mobile, un cercle de suspects et une question précise. Qui aurait organisé le meurtre et qui aurait accepté de tirer ? En mars 2009, l'enquête vise directement Cemal, le père d'Ahmet. Le parquet de Verden le soupçonne d'avoir cherché un homme capable de tuer Hussein. Le signalement du contrat à 60 000 € prend alors une dimension nouvelle. Cemal est placé en détention provisoire. Pour les enquêteurs, le scénario est désormais structuré. Le meurtre d'Ahmet fournirait le mobile. Cemal aurait recherché un exécutant. Hussein aurait été suivi jusqu'à Schwanevede. Le tireur serait reparti dans la BMW avant que le véhicule soit incendié. Mais entre un scénario cohérent et une accusation de meurtre, il manque encore des maillons. La police doit retrouver des communications, des rencontres, un paiement, une arme ou un témoin capable de relier Cemal au tir. Le détenu qui avait parlé du contrat est devenu l'élément central du dossier. Or, cet homme n'est plus en Allemagne. Il a été éloigné vers la Macédoine. Sans lui, l'accusation perd sa principale voix. Et sans preuve extérieure pour confirmer son récit, le parquet ne peut pas maintenir indéfiniment Cemal en prison. La brigade doit donc retrouver le témoin avant que toute la piste du commanditaire ne s'effondre. La recherche conduit les enquêteurs jusqu'en Macédoine. Ils finissent par localiser l'ancien détenu qui avait signalé le contrat de 60 000 €. D'après la Taz, l'homme maintient sa version. Cemal aurait bien cherché quelqu'un pour tuer Hussein. Pour le parquet, cette nouvelle audition confirme que le témoin ne retire pas ses accusations. Mais elle ne règle pas le problème principal. Son récit reste presque seul. Les sources publiques ne mentionnent ni message intercepté, ni transfert d'argent, ni enregistrement, ni second témoin ayant assisté à la proposition. Elle ne révèle pas non plus le nom d'un tueur qui aurait été recruté par Cemal. Les enquêteurs se retrouvent avec une déclaration constante, un mobile évident et un meurtre qui correspond à la menace annoncée. Mais devant un tribunal, la défense pourrait attaquer la mémoire du témoin, ses motivations et les circonstances précises dans lesquelles il dit avoir reçu cette information. Le parquet doit décider s'il possède assez de matière pour soutenir une accusation de meurtre jusqu'au procès. La réponse sera non. La piste Cemal ne disparaît pas des articles ni des soupçons. Mais juridiquement, elle ne franchit pas la porte de la salle d'audience. Cemal est finalement libéré, sans procès, dans l'affaire de Schwanevede. Le parquet avait envisagé de l'accuser d'avoir commandité le meurtre. Mais selon la Taz, le dossier dépend trop fortement du témoin retrouvé en Macédoine. Les autres éléments ne suffisent pas à verrouiller son récit. Il n'y aura donc ni audience publique, ni confrontation des témoins,
ni jugement sur le fond. La piste du commanditaire vient de se refermer avant le procès. Pour la famille de Hussein, le meurtre reste sans réponse judiciaire. Pour la police, l'enquête doit maintenant se déplacer vers celui qui aurait matériellement ouvert le feu. Et sur cette partie du dossier, un nom s'impose rapidement. Haïssem Miri. Haïssem appartient à la famille d'Ahmet. Il connaît le milieu dans lequel la vengeance est évoquée depuis 2006. Surtout, les enquêteurs pensent disposer d'un indice beaucoup plus proche de la scène de crime. Pas une rumeur, pas seulement le récit d'un informateur. Un objet retrouvé après les tirs. Une douille. Et sur cette douille, selon les informations publiées 2 ans plus tard par la TASS, une empreinte attribuée à Haïssem. Après 11 coups de feu, le sol autour de l'entrée devient un champ d'indices. Chaque cartouche percutée éjecte une douille. Chacune peut porter des marques laissées par l'arme, des résidus, et parfois une empreinte déposée avant le tir. En juin 2011, la TASS révèle que les policiers auraient identifié l'empreinte de Haïssem Miri sur l'une des douilles retrouvées à Schwanewede. L'indice est minuscule, mais sa portée est énorme. Il relie Haïssem à une munition présente sur la scène du meurtre. Il ne répond cependant pas à toutes les questions. Une cartouche peut être touchée avant d'être placée dans un chargeur. Elle peut passer d'une main à une autre. Pour déterminer sa valeur exacte, il faudrait connaître sa position, les conditions du prélèvement, l'expertise complète et les explications données par le suspect. Mais l'empreinte n'est pas le seul élément qui intéresse les policiers. La BMW, les liens familiaux, le mobile de vengeance et la disparition rapide de Haïssem composent désormais une seule piste. Moins de 2 mois après les tirs, la justice allemande estime que le soupçon est assez sérieux pour ordonner son arrestation. Le nom aperçu dans l'entourage de l'affaire devient officiellement celui d'un fugitif recherché pour meurtre. Le 18 mars 2009, l'Amtsgericht de Verden délivre un mandat de détention contre Haïssem Miri, notamment pour meurtre. La date et la qualification apparaissent dans la réponse officielle du ministère de la Justice de Basse-Saxe. Le signalement dépasse immédiatement les frontières allemandes. Haïssem est inscrit aux recherches internationales. Des unités spécialisées dans la traque des fugitifs tentent de le localiser. Le mandat signifie qu'un juge autorise son arrestation afin qu'il soit présenté à la justice et interrogé sur le meurtre de Hussein. Ce n'est pas encore un verdict, mais ce n'est plus une simple hypothèse de presse. Pour l'arrêter, les policiers doivent d'abord savoir où il se trouve. Les premiers récits évoquent le Liban, la Turquie, plus largement le Proche-Orient. Des contacts sont vérifiés. Des informations circulent entre services. Puis, une certitude s'installe. Haïssem ne se trouve plus en Allemagne. Au moment où le mandat est délivré, l'homme que la justice veut placer en détention a déjà pris de l'avance. La brigade criminelle possède un suspect, une piste matérielle et une autorisation judiciaire. Mais elle n'a plus le suspect à portée de main. La route exacte empruntée par Haïssem après le meurtre n'a jamais été rendue publique. Les autorités établissent toutefois qu'il séjourne principalement en Turquie. La police allemande ne peut pas traverser la frontière, l'arrêter et le ramener à Verden. Elle doit transmettre le mandat, documenter les charges et demander aux autorités turques d'agir selon leurs propres droits. Une demande d'arrestation et d'extradition est envoyée. À partir de là, l'enquête de Schwanewede devient un dossier international. Chaque étape dépend de courriers officiels, de traductions, de règles d'entraide et d'une question qui va bientôt tout compliquer. Haïssem est-il seulement allemand ou possède-t-il aussi la nationalité turque ? Pendant que les administrations échangent, le temps passe. En Allemagne, Cemal a été libéré sans procès. Le tireur présumé se trouve à l'étranger. Le mandat reste actif, mais aucune audience ne peut commencer sans l'homme qu'il vise. Haïssem disparaît ainsi du champ de la police allemande. Pendant plus de 3 ans, la recherche continue sans arrestation publique. Puis, en octobre 2012, un message arrive de Turquie. Haïssem Miri vient d'être retrouvé.
Et cette arrestation, qui semble enfin ouvrir la voie à son retour en Allemagne, va déclencher une bataille juridique inattendue. Entre 2009 et 2012, la recherche de Heissem se transforme en chasse administrative. Le mandat délivré à Verden est diffusé à l'international. Les enquêteurs allemands établissent qu'il séjourne principalement en Turquie. Une demande officielle d'arrestation et d'extradition est transmise. À partir de là, chaque avancée dépend de 2 pays. L'Allemagne doit localiser le suspect, transmettre les pièces du dossier, traduire les qualifications pénales et démontrer que son mandat respecte les exigences turques. Les autorités turques doivent vérifier l'identité de l'homme, son statut et la base juridique d'une éventuelle remise. Les équipes chargées des fugitifs continuent de travailler. Des informations circulent, des adresses sont contrôlées. Mais aucune arrestation publique n'aboutit pendant plus de 3 ans. Pendant ce temps, l'affaire vieillit. Les témoins s'éloignent. Les souvenirs deviennent moins précis. La douille, l'empreinte rapportée par la presse et la BMW incendiée restent enfermées dans un dossier que personne ne peut encore porter devant un tribunal. Heissem est recherché, mais hors de portée. Puis, en octobre 2012, les autorités turques envoient enfin le message que Verden attend depuis 2009. Le fugitif vient d'être arrêté. Octobre 2012. Les autorités turques annoncent l'arrestation provisoire de Heissem Miri. Après plus de 3 années de recherche internationale, le suspect du meurtre de Schwanewede se trouve enfin entre les mains de la justice turque. À Verden, la perspective d'un retour devient concrète. Si la Turquie accepte l'extradition, Heissem pourra être interrogé sur les tirs, confronté à l'empreinte relevée sur la douille et aux autres éléments rassemblés depuis 2009. Mais l'arrestation n'est que provisoire. Elle permet aux autorités turques de retenir Heissem pendant qu'elles examinent la demande allemande. Elle ne garantit pas son transfert. Les magistrats doivent vérifier l'identité de l'homme arrêté, la validité du mandat, les infractions visées et les règles applicables à l'extradition. L'Allemagne complète son dossier et transmet les documents demandés. Après 3 ans de fuite, la procédure semble enfin se rapprocher d'une salle d'audience. Puis Heissem soulève un obstacle capable de bloquer toute la mécanique. Il affirme aux autorités turques qu'il est citoyen turc. Et la Turquie n'extrade normalement pas ses propres ressortissants comme elle extraderait un étranger. Le 17 février 2013, le ministère turc des Affaires étrangères demande des informations supplémentaires à l'Allemagne. Heissem a déclaré posséder la nationalité turque. La question paraît administrative. Elle devient pourtant décisive. Si les autorités turques le reconnaissent comme l'un de leurs ressortissants, la demande allemande rencontre un obstacle juridique majeur. La procédure ne dépend plus seulement des preuves du meurtre. Elle dépend du statut exact de l'homme arrêté. Les autorités allemandes recherchent les pièces disponibles auprès de l'administration des étrangers et les transmettent à la Turquie. Le dossier voyage maintenant entre Verden, les services fédéraux, Ankara et Mersin. Mandat, acte d'état civil, information de nationalité, traduction, réponse diplomatique. La chronologie officielle publiée en 2014 permet de suivre les courriers, mais pas de lire la décision turque complète sur la nationalité de Heissem. Dans la presse et le débat politique allemand, les soupçons commencent à monter. Certains pensent que la famille bénéficie de relais en Turquie. Les documents publics consultés ne démontrent aucune intervention précise dans cette procédure. Ce qui est certain, c'est que l'extradition n'avance pas. Et 4 mois plus tard, Heissem sort de prison. Le 14 juin 2013, la Turquie informe les autorités allemandes d'une nouvelle décision. Le parquet général de Mersin a libéré Heissem sous condition. Il n'est pas extradé. Il n'est pas transféré à Verden. Il reste en Turquie. Les conditions exactes de sa libération ne sont pas détaillées dans la réponse officielle allemande. Le document ne précise ni obligation de pointage, ni restriction géographique, ni contrôle particulier. Pour les enquêteurs allemands, le résultat est simple. L'homme qui le recherche depuis 2009 n'est plus détenu. La décision alimente immédiatement les soupçons. Des journalistes et des responsables politiques interrogent les relations de membres du clan avec des personnalités turques. Mais aucun document public, réuni pour cet épisode, ne prouve qu'une intervention politique a provoqué la libération de Mersin.
La procédure allemande, elle, reste active. Le mandat de 2009 existe toujours. La demande d'extradition n'a pas encore été retirée. Mais sans Heisem en détention, la perspective d'un transfert rapide s'effondre. Le dossier revient à Verden. Après 5 années d'enquête, le parquet doit maintenant répondre à une question plus dangereuse encore. Même si la Turquie arrêtait Heisem une seconde fois, les preuves allemandes suffiraient-elles toujours à maintenir le mandat ? Au printemps 2014, le parquet de Verden réunit les policiers chargés de l'enquête et réexamine tout le dossier. Le mandat date du 18 mars 2009. Depuis, 5 années ont passé. L'accusation contre Cemal n'a jamais atteint le procès. Le témoin du contrat à 60 000 € est resté insuffisamment corroboré. L'empreinte attribuée à Heisem sur une douille demeure l'indice matériel le plus spectaculaire publié par la presse. Mais un mandat ne peut pas rester actif uniquement parce qu'il a existé pendant 5 ans. Le parquet doit encore pouvoir défendre le niveau de soupçon exigé pour arrêter Heisem et le maintenir en détention. Après réévaluation, la conclusion tombe. À ce stade, les conditions légales du mandat ne sont plus réunies. La réponse officielle ne publie pas le détail des faiblesses retenues. Elle ne dit pas si le problème vient principalement du témoin, de l'empreinte, de la chaîne reliant Heisem à la BMW ou de l'ensemble du dossier. Mais le résultat est clair. L'obstacle n'est plus seulement la Turquie. La justice allemande elle-même estime qu'elle ne peut plus soutenir le mandat de 2009 dans sa forme actuelle. Le 16 avril 2014, l'Amtsgericht de Verden lève officiellement le mandat contre Heisem Miri. La décision entraîne immédiatement la chute du second maillon. La demande d'extradition envoyée à la Turquie reposait sur ce mandat. Sans mandat actif, elle n'a plus de base juridique. L'Allemagne doit donc la retirer. La chronologie est importante. En octobre 2012, la Turquie arrête provisoirement Heisem. En juin 2013, le parquet général de Mersin le libère sous condition. Puis, en avril 2014, après avoir réexaminé son propre dossier, la justice allemande lève le mandat et retire sa demande. La Turquie n'a donc pas annulé le mandat allemand. La décision finale vient de Verden. Pour l'enquête de Schwanenwede, c'est un effondrement complet. Le suspect principal reste à l'étranger. Il n'est plus visé par le mandat qui devait permettre son arrestation. Et la procédure d'extradition disparaît avec lui. 5 ans après les 11 tirs, aucun commanditaire n'a été jugé. Aucun tireur n'a comparu. Aucun tribunal n'a examiné publiquement l'ensemble des preuves. Le dossier n'est pourtant pas déclaré définitivement terminé. Il entre dans une dernière catégorie, la suspension provisoire. L'enquête est suspendue sur le fondement du paragraphe 154F du Code de procédure pénale allemand. Le motif officiel est lié au séjour de Heisem à l'étranger et à l'incertitude sur un éventuel retour en Allemagne. Le dossier reste donc juridiquement ouvert, mais immobilisé. Il n'y a pas d'acquittement, parce qu'aucun procès n'a eu lieu. Il n'y a pas de condamnation, pour la même raison. Il y a un meurtre, une survivante, 11 tirs, un véhicule brûlé, des menaces antérieures, un témoin contesté, une empreinte rapportée sur une douille et un mandat finalement retiré. La procédure s'arrête avant l'audience qui aurait dû confronter tous ces éléments. Si Heisem revenait en Allemagne ou si de nouvelles preuves apparaissaient, le dossier pourrait théoriquement être réexaminé. Mais en 2014, l'enquête active s'interrompt. Hussein est mort depuis 5 ans, Claudia a survécu. Le père d'Ahmet a été libéré sans procès dans cette affaire. Et Heisem continue sa vie en Turquie. Pendant 8 années, son nom disparaît presque entièrement des images publiques allemandes. Jusqu'au jour où des forces spéciales turques viennent de nouveau frapper à sa porte. Octobre 2022. Des policiers turcs lourdement armés progressent dans un immeuble. Une porte est ouverte. Un homme massif, menotté, est conduit à l'extérieur devant les caméras. C'est Heisem Miri. 13 ans après Schwanenwede, son visage réapparaît au centre d'une opération internationale. Cette fois, les policiers ne viennent pas l'arrêter pour le meurtre de Hussein. L'enquête vise un réseau de faux policiers opérant depuis la Turquie.
Des appelants contactent des personnes âgées en Allemagne, les terrorisent avec de fausses histoires de cambriolage et envoient des collecteurs récupérer argent, bijoux et or. Selon l'enquête d'ARD, Hayzem serait devenu l'une des figures centrales de ce système. Les forces turques perquisitionnent 41 lieux et arrêtent une trentaine de suspects. ARD rapporte 30 millions d'euros d'actifs saisis. La cavale du dossier de Schwanewede n'a jamais conduit Hayzem devant un tribunal allemand. Mais en 2022, une autre enquête a fini par retrouver sa trace. Et l'homme que Verden n'avait pas réussi à ramener est désormais filmé, menotté, entre 4 policiers turcs. Qui a tiré sur Hussein El-Zein le 30 janvier 2009 ? Qui a préparé la BMW ? Qui savait que le couple viendrait chercher son enfant à cette heure précise ? Qui a donné l'ordre, si un ordre a été donné ? Le dossier public ne répond à aucune de ces questions par un jugement. Hayzem a été soupçonné, visé par un mandat et recherché à l'international. Mais il n'a pas été jugé pour ce meurtre dans les sources publiques retrouvées. L'affaire de Schwanewede s'arrête donc sans verdict. Pas sans suite. Car pendant que la justice allemande perdait sa piste, un autre système se construisait en Turquie. Des call centers, de faux numéros de police, des collecteurs envoyés chez des retraités et des millions d'euros transférés à travers l'Europe. En octobre 2022, les caméras montrent enfin Hayzem derrière les barreaux d'un véhicule de police. Ce n'est pas la fin de son histoire, c'est le début de la suivante. Épisode 2, le réseau des faux policiers.